La route d'Eldorado. Un film que j'avais sûrement vu quelques fois dans mon enfance, qui a eu un début de carrière compliqué mais qui, ces dernières années, connaît un regain de popularité, surtout grâce à ses mimes. Il est généralement apprécié mais rarement tout en haut de la liste, quand il s'agit de citer ses films d'animation préférés, ou même ses DreamWorks préférés. Et c'est l'heure d'y jeter un œil. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette critique un peu spéciale, rétro, sur la route d'Eldorado. Mais pourquoi parler d'un ancien film? Pourquoi parler de ce film? Pourquoi pas un cinépop? Pourquoi pas Disney? Eh ben, calmez-vous. Alors, calmez-vous, asseyez-vous, calmez-vous. Cette vidéo est ce qu'on appellera une critique Tipeee, c'est-à-dire la critique d'un film proposé par l'un de mes tipeurs, et en l'occurrence, pour commencer, mon tout premier tipeur, Jersey, qui m'avait proposé plusieurs films. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Ben, sûrement cette envie nostalgique de revoir un film de mon enfance, et me faire un vrai avis dessus, ce qui est pas toujours une bonne idée. Par contre, c'est une bonne idée de vidéo, ça. Bon, let's go. Retour en 2000 avec La Route d'Eldorado. On va pas trop rentrer dans les détails de la production, puisque l'idée ici est de faire une critique du film, pas une analyse en profondeur comme dans un cinépop. Cela dit, il y a un truc que je voulais pointer. Un homme, présent ici, dont on a déjà pas mal parlé sur la chaîne. Jeffrey Katzenberg. Attends, il était pas chez Disney, lui? Alors, oui, mais comme expliqué dans l'épisode sur Toy Story, il a quitté la boîte pendant la production sous un prétexte débile, et est parti fonder avec ses potes Steven et David une nouvelle société, DreamWorks, dont le nom complet est DreamWorks SKG, pour Spielberg, Katzenberg et Geffen, les trois fondateurs. La séparation ne s'était pas faite vraiment à l'amiable, et on peut trouver quelques pics d'un côté et de l'autre, notamment avec l'un des premiers films de DreamWorks, Fourmise, sorti un mois avant Mille et une pattes. Faut pas être un génie pour comprendre que Katzenberg, au courant du projet chez Pixar, a tout fait pour que leur film d'insectes soit mis à mal par son film de fourmis. Et c'est con parce que Mille et une pattes a quand même rapporté 2 fois plus que Fourmise, mais je m'égare, on en parlera dans le cinépop sur Mille et une pattes dans quelques semaines. Tout ça pour dire que ces petits tacles à la gorge de Mickey, on les retrouve aussi ici, principalement à la musique, puisque Katzenberg a engagé Hans Zimmer, Tim Rice et Elton John, un trio qui avait déjà fait des merveilles sur Le Roi Lion. Oh l'enflure! Mais attends, ça veut dire que les musiques vont être folles? On va y revenir. Bon, de quoi ça parle? La route d'Eldorado. On est dans l'Espagne du XVIe siècle, et deux arnaqueurs qui viennent de choper une carte au trésor en trichant au dé, Miguel et Tulio, vont embarquer sans le vouloir sur le bateau du conquistador Hernán Cortés, bateau duquel ils vont s'échapper avec un cheval, avant de dériver vers l'endroit exact où débutent les indices qui mènent à la cité d'Eldorado. C'est ce qu'on appelle avoir le destin avec soi. Ou le scénario. Ils suivent la carte et se retrouvent effectivement à Eldorado, où ils sont accueillis comme C3PO chez les Ewoks. Par les deux personnalités du village, qui parlent un anglais impeccable, le chef et le grand prêtre. Je me demande vraiment lequel des deux va être le méchant. Ils y voient l'opportunité parfaite pour choper un max d'or, et pour rendre leur combine crédible, acceptent l'offre de Shell, une jeune native qui a failli se faire exécuter pour vol. Une arnaqueuse aussi en somme, qui elle, cherche à quitter Eldorado. Et ouais, on va parler de Shell plus tard. Ouais. Tulio et Shell vont se rapprocher, Miguel va se dire qu'en fait, la vie est pas si mal par ici, ils vont commencer à s'éloigner et à se faire la gueule, mais pas trop le temps de se disputer parce qu'un putain d'énorme jaguar en pierre attaque la ville, contrôlé par le grand prêtre. Ah donc c'était lui le méchant! J'aurais jamais deviné. Ils le battent, puis battent le prêtre, qui se retrouve face à Cortés et ses hommes, là pour faire du sale aux indigènes, comme ils l'ont fait dans la vraie vie. Et comme c'est un immense fils de... Attends, qui? Cortés ou le prêtre? Both is good. Vu qu'ils n'ont pas les armes pour se battre contre la troupe de Cortés, Miguel et Tulio font finalement équipe pour protéger Eldorado, en barrant le passage vers la cité grâce à un plan un peu tiré par les cheveux, mais efficace. Tout le monde s'en sort bien, tout le monde est ami, voire plus qu'ami, et ils s'en vont vers de nouvelles aventures. Et c'était... bien. Je sais que le film est en quelque sorte devenu culte, et que certains d'entre vous l'aiment sûrement beaucoup, surtout toi Jersey vu que tu me l'as proposé, mais au-delà de certains aspects que je trouve vraiment réussis, j'ai trouvé ça juste bon quoi. Rien de mauvais, mais rien de fabuleux non plus. Sauf le cheval, meilleur perso du film. Et ça rejoint ce que j'ai le plus apprécié, l'humour. Dès la première scène, l'alchimie entre les deux héros crève l'écran. Leur mimique et leur timing comique sont parfaits, et on sait que le duo va fonctionner du feu de Dieu pendant tout le film. Et c'est le cas. Ajoutez à ça Altivo, le cheval, et ça donne un trio vraiment fun pendant toute la première partie. Comment ça se fait que les chevaux arrivent toujours à être le meilleur élément de leur film d'animation? Non mais sérieusement, dans Réponse, meilleur cheval, dans Hercule,
meilleur cheval volant. Dans Spirit, on a compris l'idée, je crois. Altivo, il est trop cool, ouais. Et tout ça sans dire un mot. Tout passe par ses expressions, ses attitudes ou ses mouvements, brisant parfois subtilement le quatrième mur, comme là, quand il danse sur la chanson qui est pourtant extra-diégétique. Quelle transition! Alors c'est maintenant qu'on va peut-être plus être potes. Mais quand j'ai revu le film, à chaque chanson je me disais... Ouais, ça manque un peu d'énergie quand même. Tant dans le rythme que dans l'animation. Puis j'ai découvert que c'était Elton John. Et en fait, du coup, c'est génial! Non, bah non, ça changerait en fait. Encore une fois, rien d'horrible. Ce qui est logique vu le trio qui est derrière. Mais aucune n'est marquante, ne fait vraiment évoluer quoi que ce soit, elle se contente d'être fun, ne cherchant jamais l'émotion. Sauf dans Friends Never Say Goodbye, Friends Never Say Goodbye, qui est peut-être la meilleure du film. Oui, je suis imitateur officiel d'Elton John. Oui, c'est moi, bonjour. L'écriture des moments importants est très réussie, comme lorsque le prêtre comprend qu'ils ne sont pas des dieux parce que Miguel saigne, ou lorsque leur technique de la fausse engueulade, utilisée au début dans une scène qui les introduit avec brio, se transforme en vraie dispute à la fin, tant ils ont chacun des choses sur le cœur, avant que, sans prévenir, leur intérêt commun ne reprenne le dessus et qu'ils envoient valser le grand prêtre avec un bon double coup de poing dans la gueule. Bon, faut qu'on en parle. Shell, elle donne chaud. Je suis pas encore arrivé à Hercule ou au bossu de Notre-Dame, donc je ne me souviens pas trop du traitement de Megara ou d'Esmeralda, mais bordel, ici la seule fille importante du film, elle est sexualisée à mort. Et c'est pas seulement parce qu'elle est dessinée comme un modèle Insta et habillée comme si elle avait dû vendre tout son tissu pour acheter à bouffer. Non, c'est dans son attitude. Et l'attitude des deux mecs par rapport à elle. Dès qu'elle commence à interagir avec eux, tout hurle sexe. Mais moi je veux faire l'amour! Et d'ailleurs, Tullio et elle, ils finissent par le faire. Le sexe, c'est d'abord suggéré, mais là, à ce moment-là, vous avez vu d'où elle se relève? Vous avez vu sa tête à lui? Même Magritte n'aurait pas osé dire que ceci n'est pas une pipe. Quelle référence belge. Enfin, ça fait partie de ces scènes que les adultes comprennent, mais qui passent très très loin au-dessus de la tête des enfants. J'espère. Perso, je me souvenais plus du tout du personnage, mais maintenant que j'y pense, elle est peut-être à l'origine de mon amour pour les femmes avec des gros caractères, parce que ça, elle en a du caractère. Et aussi un de ces... Bref, j'ai bien aimé revoir ce film, ça m'a rappelé quelques bons souvenirs, et ça mérite pour moi un 14 sur 20. Merci d'avoir maté cette rétrocritique un peu spéciale. Si vous aussi vous voulez m'imposer un film, tout se passe sur Tipeee, le lien est en description. J'en profite pour remercier pour une fois de vive voix mes deux tipeurs, Jad et Jersey, et je vous dis à ce week-end pour le Cinébop sur la Belle et la Bête. Ciao. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost.